Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S509 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 10 novembre 2022. Cette émission est présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Nous sommes de retour avec le photographe animalier Vincent Ranou pour vous donner 10 conseils à suivre si vous voulez vous lancer dans cette discipline photographique si particulière et passionnante. Alors Vincent, peut-être avant qu'on rentre dans les 10 conseils, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots finalement ce qui te fascine toi dans la photographie animalière et même dans le documentaire animalier? Oui, ben, après, moi j'ai une personnalité, on va dire assez, qui va beaucoup de l'avant, et ce qui fait qu'avant pour expliquer voilà, de manière très simple, moi j'étais avant sportif de haut niveau en tant que passionné et quand j'ai arrêté du coup cette partie-là, je me suis tout de suite réorienté vers la photographie. Non pas pour faire de la photo, mais surtout pour découvrir, on va dire et moi ce que j'aime bien en nature, c'est d'être, tu tout seul face à toi-même à admirer et à te poser des questions parce qu'en fait, tu t'écoutes toi-même, quand tu attends, plusieurs heures au même endroit finalement, c'est un challenge envers soi-même. Ça j'aime bien, ça permet de se découvrir et également la photo, on va dire, c'est un instrument. J'aurais pu avoir un pinceau ou être sculpteur ou avoir un autre outil de travail. C'est la photo, c'est tomber sur la photo, voilà. Donc moi ce qui me passionne, c'est de découvrir, partir de zéro et arriver sur des terrains, on va dire, peu connus et on découvre des animaux, une faune et plein de choses différentes. Et ces terrains-là, ils ont toujours été près de chez toi ou tu as voyagé auparavant pour découvrir une faune un peu exotique ou c'est toujours en Bretagne que tu as, sorti tes jumelles? Bah, moi, j'ai toujours été, proche de la Bretagne, et volontairement, je reste, en Bretagne. Après, c'est sûr que, voilà, on n'a pas de lynx, on n'a pas d'ours, mais en tout cas, je suis contemplatif du chemin, en fait, qui mène à cette finalité, qui est la photo, qui est la vidéo ou d'autres supports. Mais c'est ce chemin, en fait, qui moi, me rend heureux et je me rends compte que je suis vraiment très attaché à la Bretagne. Donc partir, non, en la Bretagne me plaît énormément. Vous avez des loups, des renards, des belettes? Oh pardon. Moi, je vais souvent en vacances, l'été en Bretagne et c'est vrai que je suis assez fan, de la forêt de Brocéliande, Ah oui, qui est c'est mystique. absolument magnifique et un peu mystique. On croise quelques Si on est huluberlus, si on est sensible, étonnants. à ce genre de choses. Bon, allez, on entre, dans le concret directement avec le choix de son appareil de prise de vue. Pour la photographie animalière, il y a un certain nombre de caractéristiques et fonctions à prendre en compte au moment du choix de l'appareil. L'une des premières caractéristiques est la taille du capteur. Si le format 24-36 mm règne en maître dans de nombreuses situations, les appareils avec de petits capteurs APS-C ou micro 4 tiers ont aussi leur mot à dire. On écoute Thierry Bourque d'OM Solutions nous expliquer pourquoi, selon lui, le format micro 4 tiers est particulièrement bien adapté à cet exercice de la photo animalière. Alors, le micro 4 tiers, au niveau des boîtiers, va présenter déjà un énorme avantage qu'on constate, nous, régulièrement, sur le festival de Montier-en-Der. Ça va être la compacité que nos produits peuvent proposer aujourd'hui, liée à la taille de notre capteur. Donc cette taille de capteur va permettre effectivement de travailler avec un système. Donc quand je parle de système, bien sûr, le boîtier, mais également, je parle des optiques. Maintenant, si on doit rester uniquement sur le boîtier, on va également avoir un élément primordial pour la photo animalière, puisqu'on travaille souvent à la très longue focale, ça va être l'efficacité du stabilisateur, qui est plus simple à stabiliser lorsqu'on a un capteur de la taille du micro 4 tiers. Nos boîtiers vont également présenter un énorme avantage pour commencer dans la photo animalière. Suivant le modèle que l'on prend, on peut aller jusqu'à la détection automatique des animaux, donc que ce soit les oiseaux ou les animaux au sens large du terme, de façon à ce qu'on ne soit plus dans la recherche des collimateurs autofocus. L'appareil détecte automatiquement le sujet que vous avez envie de photographier. Associé à ça, bien sûr, le micro 4 tiers que l'on utilise, nous, depuis très longtemps, est au format des boîtiers hybrides. Donc, on peut aussi travailler sur des obturations très importantes, donc des vitesses et des modes rafales pour la photo animalière, pardon, et adapté parfaitement à cette thématique photographique. Ensuite, concernant les optiques, le micro 4 tiers présente un énorme avantage, c'est que ce facteur de multiplication lié à la taille de notre capteur, donc x2,
va faire qu'une optique 300 millimètres montée sur un de nos boîtiers vous permettra d'avoir finalement un cadrage équivalent à un 600 millimètres. Je précise que ce facteur de multiplication ne vous fait absolument pas perdre l'ouverture de votre optique, puisque si vous avez, par exemple, chez nous, le 300 millimètres à 4 d'ouverture, ça vous fera en termes de cadrage un équivalent 600 millimètres à 4 d'ouverture. Donc l'avantage du micro de 4 tiers est vraiment lié avant tout à la compacité que l'on peut proposer sur nos produits, aussi bien au niveau du boîtier que des objectifs. Alors toi, Vincent, tu travailles avec quoi pour faire tes photos? Donc, moi, je suis très, très simpliste, on va dire, au niveau du matériel, hein. Moi, pour être très transparent, je suis passé en hybride comme beaucoup de personnes, sur ces 2 dernières années. Donc avant, j'étais en réflexe, maintenant je suis passé en hybride et l'hybride a vraiment cette, on va dire, cette capacité à être souple aussi bien en vidéo qu'en photo. C'est ça que j'apprécie énormément. Donc aujourd'hui, moi, je suis sur du R6, et volontairement, j'ai pas pris du R5 ni du R3, pourtant j'en avais les moyens, c'est pas une question de moyens. Aujourd'hui, dans le choix du boîtier, on va dire qu'on a tout dépend ce que l'on veut. J'ai notamment voilà, j'ai réinvesti dans du matériel là, il y a peu de temps, donc je me suis consacré sur ce sujet et c'est vrai que souvent on se dit on a tendance à aller chercher tout ce qui est plus cher et mieux. En réalité, c'est pas du tout le cas, ça dépend vraiment ce que l'on a besoin. Il y a différents paramètres. Est-ce qu'on veut faire que de la photo? Est-ce qu'on veut faire un peu de photo, un peu de vidéo? Est-ce qu'on veut faire beaucoup de basse lumière? Parce qu'en photo animalière, par exemple, la basse lumière compte énormément, c'est-à-dire monter en ISO, comment on réagit, enfin voilà, tout ce qui est, photosite et cetera et cetera. Je vais pas rentrer dans ces détails-là. Et ce qui fait qu'on arrive, voilà, la 4K, la 8K, la 6K. Et moi, j'en suis revenu et ben, le R6 convient totalement à mon besoin parce que j'ai besoin de basse lumière, heu et niveau coût, automatiquement, on est sur des coûts beaucoup plus, minimes également. Mais voilà, en entière transparence, nous, on tourne qu'avec du R6 pour, projeter en salle de cinéma sur la partie vidéo. Après, c'est sûr qu'en photo, comme en millions de pixels, on est beaucoup moins, on est sur du 20 millions de pixels. Si on veut faire des très grands agrandissements, on va être bloqué et là, par contre, voilà, il faut monter sur du matériel avec du 40-50 millions de pixels et on peut, exploiter beaucoup mieux les photos et faire des recadrages potentiels. Mais on parlait de taille de capteur, notamment au travers du témoignage de Thierry, hein, qui prenait un petit peu tous les avantages liés au micro 4 tiers. Toi, tu préfères le plein format quoi qu'il arrive? Bah, en fait, moi, je suis peu technique, et on va dire que, je regarde par rapport à ce qui sort du boîtier. Je vais pas regarder le détail après de est-ce que c'est du 4 tiers, est-ce que et cetera. J'ai toujours été en full frame et le full frame me donne vraiment cette impression de enfin, de réalité, en tout cas de ce que je vis avec mes yeux. C'est ce qui correspond le plus, par rapport au full frame. Après, j'ai jamais essayé les autres déclinaisons, donc je peux pas rentrer dans les détails derrière. Mais moi, le full frame correspond vraiment à mes attentes, et c'est avec ce système-là et ce modèle-là que j'arrive à partager au mieux ce que j'arrive à vivre. Alors quand on pense photo animalière, évidemment, on a très vite envie de penser à performance en rafale, performance d'autofocus, haute sensibilité ISO, tu l'as évoqué. C'est important tous ces paramètres ou finalement on fait avec ce que l'appareil peut faire et on s'adapte? En réalité, on s'adapte, parce que moi, quand j'ai commencé la photo, ça fait peu de temps, hein, ça fait 5 années maintenant, 5 bonnes années. J'ai commencé par du très début de gamme et en réalité, au début, c'est pas le matériel qui vous bloque, c'est surtout vos compétences et votre démarche, c'est-à-dire de quelle manière on va procéder. Donc en fait, au début, on n'est pas sur des problématiques techniques, mais plus on avance avec le temps, automatiquement, plus on se rend compte, de ce qu'on a besoin. Donc par rapport à ça, moi, je vois rapidement. C'est sûr quand on fait de la photo, avoir une très bonne accroche de l'AF, c'est très important. Par contre, quand on fait de la vidéo, c'est pas le même cas parce qu'on est souvent, on est en focus manuel. Donc ce qui veut dire qu'en finalité, l'AF, ça devient un détail et par contre, pour la vidéo, on est surtout sur de la basse lumière, sur voilà, sur ces paramètres-là qui rentrent en jeu. Et c'est pour ça, moi, d'ailleurs, que j'ai fait le choix du R6 et pas du R5 parce qu'automatiquement, le R6, il est à 20 millions de pixels à peu près. Le R5, il doit être à 50 ou 40. Donc au niveau des basses lumières, le R6 est quand même un peu mieux que le R5 au niveau de la vidéo. Et le choix du plein format, donc, quitte à porter un petit peu plus lourd en termes de matos. Bon, tu nous as parlé d'un passé de sportif de haut niveau, donc tu as peut-être des appétences dans ce domaine-là. Mais du coup, tu assumes ce parti-là, ce parti pris d'avoir peut-être un système un petit peu plus lourd
à porter sur le terrain? Tout à fait, ça fait partie. Après peut-être que je fais erreur, mais en tout cas, je me dis que voilà, quitte à sortir en forêt et se balader, j'ai envie de dire, même si c'est un peu plus lourd, si jamais on n'apporte rien dans la carte SD, si on n'a rien vu de particulier, on a au moins fait un peu de sport. Parce que c'est vrai que voilà, moi j'utilise, des objectifs Sigma, mais en 500 millimètres majoritairement, et ce qui fait qu'on arrive, facilement à voilà, 5 kilogrammes sur le dos. Mais j'aime bien garder cette condition physique, donc je le vois positivement. Alors moi, je vais vous donner quelques petites références dans les différentes tailles de capteurs, de boîtiers intéressants à envisager hein, si vous voulez vous lancer dans la photo animalière. Alors, je vais commencer par le micro 4 tiers. Alors il y a l'OM5 qui est tout récemment sorti, le Lumix G9. En APS-C, bah, il y a l'EOS R7 et si jamais vous vous intéressez particulièrement à ce boîtier. La semaine prochaine, on vous proposera une émission spéciale qui lui est entièrement dédiée. Chez Fuji, on a le XT5, très récent aussi. Et puis dans le monde du 24-36, on a le tout nouveau EOS R6 Mark II ou l'Alpha 7 Mark IV ou même le Nikon Z6 II et même le Lumix S5. Donc voilà, ça c'est des boîtiers qui peuvent être intéressants à envisager si on veut se lancer dans cet exercice. Alors on continue avec le choix de l'objectif, parce qu'une fois qu'on a le boîtier, il faut évidemment y associer un objectif. En photographie animalière, on souhaite souvent voir de loin et il faut utiliser un téléobjectif, que ce soit un zoom ou une focale fixe. On écoute Foucault Prové de Sigma France nous proposer une petite sélection d'objectifs intéressants à envisager pour se lancer. Alors, pour faire simple, en photo animalière aujourd'hui, le choix est plus restreint. On a 2 très bons produits qui sont à la fois, compacts et légers et qui vont pouvoir s'adapter sur quasiment toutes les montures, du marché. On va retrouver dans un premier temps un 100-400, c'est un objectif, relativement compact, hein, d'une vingtaine de centimètres et d'un poids d'environ 1 kilogramme, qui va exister alors initialement en monture réflexe, Canon et Nikon, mais que vous pouvez parfaitement, adapter, avec des bagues, FTZ et EF vers RF sur vos hybrides Nikon et Canon, avec une compatibilité, complète. Donc ça, le 100-400, c'est le 1er produit le plus léger, le plus compact, pour se lancer dans la photo animalière. Et ensuite, pour les montures toujours Canon et Nikon, nous avons le 150-600 Contemporary, qui là est un petit peu plus imposant puisqu'on est plutôt de l'ordre des 25 centimètres en termes de gabarit et 1,8 kg pour le poids, mais avec 200 millimètres de focale en plus, une focale maximale de 600, qui montée sur un boîtier APS-C qui plus est vous amène à une focale équivalente à 900 millimètres. Et ça s'adapte également très bien avec les bagues FTZ et EF vers RF. Pour ce qui est des hybrides, nous avons, en monture hybride pour Sony et Helmut, donc les montures Leica, Panasonic et Sigma. Également un 100-400, mais avec là une formule optique un petit peu différente et conçue pour les hybrides, et un 150-600 Sport cette fois-ci, donc un petit peu plus, résistant aux intempéries que le 150-600 Contemporary, cité précédemment pour les réflexes, mais dans un poids tout à fait contenu à 2 kilogrammes à peine. Donc on se retrouve avec une version hybride sport, qui est beaucoup plus légère que la version sport qui existait pour les réflexes, et qui se rapproche très, très fort d'un contemporary en termes de gabarit. Moi, ce que je peux vous inviter en tout cas à faire, c'est d'aller jeter un œil au groupe utilisateur Sigma sur Facebook. Ils sont aujourd'hui plus de 15 000 membres et ils échangent au quotidien, leurs expériences et leurs photos, mais avec une majorité des images quand même qui se rapportent à la nature, avec beaucoup, beaucoup de photos animalières, et on voit beaucoup d'utilisateurs, hybrides avec des optiques réflexes montées grâce aux adaptateurs, et également une grande part dédiée à la macro. Alors Vincent, quand on a préparé cette émission, toi tu m'as expliqué que tu faisais partie de ces personnes qui utilisent des optiques réflexes sur des hybrides. Tout à fait. Moi, comme tout, photographe, qui exerce depuis quelques années, on a tous nos objectifs, en monture, on va dire réflexe, et on a tous un petit peu, du coup, sauté sur l'occasion de passer en hybride également, mais avec nos objectifs réflexes. Donc là, la question s'est posée: est-ce qu'on met une bague? Est-ce qu'on met pas de bague? Moi, j'utilise que des bagues, EF, RF du coup. Clairement, je vois
Pour moi, aucune différence, bague ou pas bague, c'est-à-dire que l'accroche, autofocus se passe bien. Après je me en préoccupe un petit peu moins parce que comme je fais beaucoup de vidéos maintenant, je suis en autofocus, on va dire manuel. Donc du coup, je le vois peut-être moins. Après peut-être que quand on arrive sur des moments où il fait vraiment nuit, là l'accroche se fait un petit peu moins, mais moi je suis en bague et pour le moment, voilà, j'ai pas de souci particulier, mais après je suis quand même convaincu que plus on rajoute des sous-ensembles entre l'objectif et le boîtier, obligatoirement on doit perdre un petit peu. Mmh. Après à l'œil, moi je l'ai pas vu jusqu'à présent. Là, on parle d'optique Sigma, de bague. Toi qui es amateur de basse lumière, il y a une optique qui est assez merveilleuse au catalogue, c'est le 120-300 de l'8. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'essayer ou c'est peut-être des focales trop courtes pour toi, mais c'est vraiment une optique assez extraordinaire, ça. Oui, 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 moi je les utilise en fait les focales de 8, notamment pour des espèces qui on va dire, révèlent la nuit comme le blaireau ou des espèces, de ce type. Mais c'est vrai que l'accroche, voilà, à 300 f2.8, c'est largement suffisant. Pour de l'animalier, on va dire qu'on navigue entre du 200 et du 500 ou 600 ou 800. Mais, globalement, voilà, faut 2 optiques, hein, une qui fait 200 f2.8 à peu près. Et ensuite une qui fait entre 400 et 600 à f4 minimum, on va dire. Et là, on peut vraiment s'épanouir dans des milieux, on va dire, où il fait très sombre, notamment en forêt, en pleine forêt, où on peut capter des instants vraiment, sans en descendant assez en ISO, et voilà, en ayant une vitesse assez élevée. Tu sais qu'il faut pas les pousser les ISO, hein. Tout à fait. Et sachant qu'après, en plein jour, on a effectivement des choix d'optiques un petit peu plus grand public, comme les 100-400, les 150-600, avec des ouvertures glissantes, parce qu'il en faut quand même pour tout le monde. Et même en forêt, là, pour le coup, on pourra aller pousser un peu les ISO et utiliser ces optiques un petit peu plus abordables pour se lancer dans cet exercice. Si je peux me permettre juste sur ce matériel-là, c'est sûr que, maintenant, enfin moi je préconise à énormément de personnes, de prendre des objectifs des 100-400 pour commencer. C'est l'idéal, on va dire, parce que c'est ultra souple. Quand je dis souple, c'est que quand on voit un animal sauvage, généralement, on a quelques secondes finalement pour prendre la photo quand on est pris de dépourvu. Et là, clairement, quand on a un 100-400, on peut vraiment s'éclater et saisir des instants, qui durent très peu de temps. Parce que quand on a, voilà, par exemple, moi j'utilise vraiment du 500 millimètres et c'est vrai qu'on a 500 millimètres sur le dos en f4, le temps de poser, le temps de s'installer et cetera, il y a au moins, voilà, 6-7 secondes avant que ça se passe et là, le moment est déjà passé. Donc moi, je préconise vraiment ces petites focales-là qui sont très, très souples et très agiles. Oui, et c'est vrai en plus que, bah, des 100-400, il y en a quasiment chez toutes les marques. Alors il y a le Sigma, évidemment qu'on a évoqué, qui existe en monture réflexe et en monture, hybride, E et L. Il y a Tamron, qui a lancé récemment un 50-400 millimètres en monture E. Il y a Fuji qui a un 100-400 millimètres qui équivaut donc à un 150-600 millimètres, avec le capteur APS-C et on trouve des, 100-400 millimètres en monture Nikkor Z, en monture Canon RF et en monture Sony E. Ok, bon, on a le boîtier, on a l'optique. On va maintenant s'intéresser aux accessoires. Pour la pratique de la photo animalière, j'imagine qu'il y a quelques must-have qui sont totalement incontournables. Oui, tout à fait, il y a des incontournables. Après, ça dépend on va dire, du lieu où on se situe. Moi, en Bretagne, il faut savoir qu'on voit pas, hormis dans les monts d'Arrée, on voit pas, rarement à 1 kilomètre à distance. Donc, on va dire que moi, j'utilise des jumelles, mais on va dire à une distance, assez légère. Mais dans 90 des cas, il faut une paire de jumelles toujours, ce qui permet Ok. d'identifier des animaux au loin. Ensuite, on a le trépied, bien sûr, qui lui est vraiment, obligatoire, on va dire ça, surtout sur des longues focales, parce que Trépied voilà, plus quand que on arrive monopode, du coup? Parce que le monopode, des fois, ça peut hem, faire bâton de marche et c'est plus léger, quoi. Mais bon, toi, tu tout à filmes, c'est peut-être pour ça. tout à fait, en fait. Moi, j'utilisais beaucoup un monopode à l'époque quand je faisais de la photo et c'est vrai que c'est quand même un très bon outil et comme tu dis, ça quand on marche et cetera, c'est quand même beaucoup plus simple à transporter. Maintenant, comme je fais beaucoup de vidéos, j'ai vraiment un trépied, voilà, vaut mieux mettre le prix dans un bon trépied également parce le trépied souvent, voilà, ça monte assez haut en prix. On arrive vite fait arriver à 500-600 €, voire plus. Mais franchement, ça vaut le coup en vidéo, je dis bien. Avec une Hem, rotule vidéo, du coup, tu te trimbales aussi la ouais, rotule? Ah bah, dis donc, a ouais. avec une rotule également donc voilà, on a,
on a à peu près 1,5 kg de trépied sur le dos, mais clairement, voilà, ça en vaut l'affaire. Et ensuite, surtout pas oublier les vêtements de pluie. Ça, c'est des accessoires que moi je n'oublie jamais maintenant, surtout en Bretagne où on peut avoir, tous les temps en une Oh, il journée. pleut souvent en Bretagne? Des fois, ouais, mais bon, il fait beau quand même, mais le enfin, il y a rien de pire de passer 3 heures trempé, quoi. Ouais. Et clairement avoir, voilà, des impairs et des vêtements, qui tiennent la pluie, on est vraiment content quand il pleut. On est même heureux quand il pleut. Donc voilà, c'est les différents accessoires, on va dire, majeurs que je dirais. Après, bien sûr, faut pas oublier les cartes SD et les batteries, Évidemment. de rechange parce que combien de photographes sont partis sans leur batterie ou sans leur carte SD? Enfin voilà, c'est arrivé à tout le monde. Donc moi, j'en ai toujours en rechange, comme ça, il y a pas de problème. Et pour transporter, tout ça, j'imagine, que tu as un super sac. Quel type de sac on prend pour le terrain? Ouais, donc là, moi, j'utilise j'ai un 80 litres. Après déjà, voilà, avec un 25-30 litres, il y a déjà de quoi de mettre ce qu'il faut. Ouais, parce Mais, que 80 litres, là, on a précisé hein, que tu étais sportif de haut niveau avant. Oh, c'est de la rando 80 80 litres, litres, là, hein. ça commence à être, à être ouais, sérieux si tu le après moi remplis. je prends en fait tout le temps le max que je puisse, c'est-à-dire que j'ai Ouais. toujours tous mes affaires de camouflage, j'ai toujours, j'ai un hamac, enfin bref, j'ai tous mes affaires tout le temps. Parce que je me dis, des fois je pars, voilà, je pars pour 3 heures, mais en réalité si je vois quelque chose qui me fascine, je peux rester plus d'une journée. Donc, je prends tout avec moi, comme ça je suis sûr de pas, regretter. Donc c'est pour ça que j'ai tout le temps mon gros sac, avec moi. Voilà pour la partie, matériel, boîtier optique, accessoires. On rentre dans les conseils pratiques, maintenant et on va essayer de commencer par, la base qui est finalement, tout simplement, bah, la connaissance du terrain, et de la faune sauvage qui y habite. C'est important de connaître là où on va photographier et les espèces qu'on souhaite, réussir à capturer? Oui, 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 déjà, faut savoir que quand on arrive dans la nature, on est dans un milieu naturel, sauvage, où on arrive un petit peu sur une terre inconnue, on va dire ça. Donc, on arrive sur des lieux où les animaux, eux, ils y vivent à 100 de leur temps. Donc eux, ils connaissent pas que par cœur, mais quasiment par cœur leur terrain de jeu, on va dire ça. Donc nous, quand on arrive, on connaît pas grand-chose et là, souvent, il faut vraiment savoir pourquoi on y va, pourquoi on va en forêt, pour quelle espèce on on veut aller. Et bien connaître son terrain, mais pour ça, bien connaître son terrain, ça passe par, des semaines et des mois d'analyse terrain, on va dire ça. Moi, je commence toujours, cette, lorsque j'arrive dans un nouveau lieu, on va dire que je commence par un tout petit territoire. C'est-à-dire que je prends, voilà une forêt voilà, où j'ai regardé un petit peu et qui me plaît déjà dans un premier temps, mais je vais aller sur une superficie de 300 mètres par 300 par exemple. Et je vais rester quelques jours dans cet endroit-là et après je vais, agrandir de plus en plus ce territoire-là, à faire en sorte que je connaisse au mieux. Donc ce terrain, il faut le connaître et cette faune, le sujet en tout cas. C'est-à-dire que moi, quand je vais en forêt, si je veux aller photographier du renard ou du blaireau ou du chevreuil, je vais pas avoir le même équipement, pas avoir les mêmes objectifs et voilà. Donc il faut vraiment se connaître des habitudes des espèces. Et quels sont les types, du coup, d'espèces, donc là, tu en as cité quelques-unes, que tu peux croiser dans les forêts bretonnes également, peut-être du côté des oiseaux, du côté des reptiles, éventuellement, au fil des saisons? Ouais, bah, il y a pas mal, surtout en Bretagne au niveau de l'ornithologie, il y a vraiment énormément de choses. Moi, je suis pas un expert de l'ornitho, mais en tout cas, voilà, en forêt, on a, voilà, des chouettes-hulottes, des chouettes effraies, des éperviers, enfin, voilà, il y a vraiment des buses, il y a vraiment énormément d'espèces d'oiseaux. Là, j'ai cité principalement des espèces d'oiseaux qui sont des rapaces, on va dire ça, mais il y a une panoplie, et une variante tellement énorme que c'est, voilà, il y a de quoi admirer et souvent la partie ornitho, hein, pour beaucoup de gens, un oiseau, c'est un oiseau, mais en réalité, quand on regarde de près, c'est tellement magique, enfin, c'est d'une beauté, j'ai envie de dire, sublime et après au niveau de la faune, il y a vraiment, voilà, il y a du sanglier, il y a du cerf, il y a du renard, des belettes, des hermines, des martres des pins, enfin, il y a vraiment une panoplie énorme et chaque, on va dire animal a son tempérament et ses façons de fonctionner, ses petits rituels, quoi. Et c'est quoi les animaux sauvages qui sont finalement peut-être les plus faciles à appréhender, à photographier pour un débutant?
Bah, pour commencer, c'est sûr que le chevreuil est vraiment, c'est le plus simple, mammifère, je dirais, à photographier, tout simplement parce qu'il y a une population assez forte et au niveau de ses on va dire, de ses faiblesses, c'est beaucoup plus anticipable par l'homme. C'est-à-dire que le chevreuil, voilà, faut être vent de face et après, il suffit d'attendre au même endroit et souvent on arrive à en voir Vent de et face, tu comme le peux ch expliquer pourquoi? bah, tout simplement parce que les animaux ont un sens qui est l'odorat, qui est très développé, Mmh. que nous, humains, est très peu développé, donc on le ressent moins. Mais voilà, un chevreuil vous sent à 200 m, vent de dos, il vous sent, facilement. Donc si vous êtes automatiquement, si vous avez un vent de dos et vous avancez en pleine forêt, les animaux, même si vous les avez pas vus dans votre champ de vision, ils vous ont senti avant, Ah OK, donc ils sont partis avant que vous arriviez. ça paraît Hem, logique. donc ça, mais c'est un sens qu'on ne développe plus chez l'homme parce que, voilà, donc on n'est vraiment pas habitué à ce sens-là. Tout comme, l'écoute qui est de moins en moins utilisée, on va dire, qui mériterait d'être encore plus développée, mais les 2 sens sont vraiment, voilà, le bruit et puis, et je dirais, cet odorat, qui sont vraiment voilà, les animaux, nous repèrent principalement avec ça. Après bien sûr, il y a le regard, mais ça c'est beaucoup moins, j'ai envie de dire, pour moi, c'est pas ça qui est le plus compliqué à pallier. Bon. On continue avec un conseil qui est une évidence, hein, pour beaucoup, mais qu'il est important de rappeler. En photographie animalière, on ne fait pas n'importe quoi. Il faut évidemment, respecter les espaces naturels et essayer, tant que possible, de ne pas perturber les écosystèmes et la vie animale. Est-ce que tu as des conseils, des bonnes pratiques peut-être, à nous partager pour respecter, cet engagement? Et petite, question, subsidiaire, est-ce que, depuis la levée du confinement, tu constates qu'il y a plus de fréquentation ou est-ce qu'il y a un moment, il y a eu plus de fréquentation dans les forêts? Parce que beaucoup ont eu l'air de découvrir des forêts, notamment des gens, des citadins qui ont investi les forêts près de chez eux pour retrouver un petit peu le grand air et ont découvert la faune et la flore qui les entourait. Ouais, bon, en constat à l'après-confinement, on va dire que c'est surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient en ville et qui ont acheté, surtout en campagne, donc qui ont acheté, voilà, des maisons à rénover et des terres notamment, donc c'est sûr qu'on voit beaucoup moins de maisons abandonnées, et beaucoup moins de terres abandonnées également. Après voilà, le conseil moi que je peux donner, c'est de suivre au mieux les chemins de randonnée et les passages qui sont déjà empruntés pour l'homme. Ce qui, on va dire, minimise un petit peu, voilà, des fois il y a on peut couper à travers les forêts et cetera. Il faut savoir que dès qu'on coupe à travers une forêt et moi le premier, hein, on dérange automatiquement. Après tout dépend de la période où l'on va. Parce que c'est sûr que quand on va, se balader, en forêt, en période de brame ou autre, on peut déranger les animaux et c'est des périodes assez, cruciales pour eux. Et notamment, voilà, comme le rut du chevreuil où vraiment c'est les périodes de reproduction, qui sont très importantes pour les animaux. Et là, moi, j'évite au maximum de faire, en tout cas, de déranger les animaux pendant ces périodes-là, parce que même nous, photographes, on dérange malheureusement, et il faut le savoir. C'est pour ça que, voilà, il y a différentes techniques qui existent pour, on va dire, être le plus invisible possible, même si c'est impossible. Mais voilà, faut faire attention, emprunter les allées, principales, on va dire, pour ne rien écraser de trop, on va dire ça. Mais voilà, faut avoir cette idée-là en tête et c'est pas parce qu'on est amoureux de la nature et photographe qu'on est obligatoirement respectueux de l'environnement. Faut faire attention où est-ce qu'on va également, quoi. Est-ce que tu es vigilant aussi, on parle de faire attention aux saisons de chasse, parce qu'il peut y avoir des incidents aussi dans les forêts. En plus, quand tu te camoufles, tu fais des affûts, des approches. Est-ce que tu fais gaffe à tout ça et comment tu te comportes sur le terrain? Ouais, c'est sûr qu'il faut faire attention. Après, je suis pas du tout l'exemple à prendre, parce que moi, je vais en forêt, même s'il y a de la chasse, c'est vraiment pas ça qui me fera reculer et parce qu'en fait, la nature m'apporte tellement de bonheur qu'en fait, si on me disait: «Ben, tu ne vas pas en forêt parce qu'il y a de la chasse», clairement, je mourrais de dépression, je pense. Donc ma mentalité est un petit peu bête, mais je me dis qu'au pire des cas, bah, il arrive, ce qui arrive, mais il faut être très vigilant et c'est-à-dire que moi, je prends quand même un minimum de précautions.
C'est-à-dire que si jamais je suis en forêt, en plein milieu de la forêt et il y a une chasse qui se lance, je bouge pas tout simplement, parce que le piège en fait c'est souvent quand on commence à bouger. Parce qu'en réalité quand on reste statique et au plus près du sol, faudrait vraiment pas avoir de coup de chance, pour que ça arrive ce genre de choses. Donc moi, voilà, je prends la stratégie de ne pas bouger quand c'est comme ça, parce que des fois, avec la panique, on a tendance à se lever et du coup, de marcher partout. Et pour moi, ça, c'est le piège à ne pas faire. Mais bon, voilà, moi, je vais en forêt même s'il y a de la chasse, et la majeure partie du temps, quand j'arrive, il est très tôt. Quand je pars, voilà, les chasseurs arrivent à ce moment-là, on va dire ça de manière générale. Donc il y a très peu de risques là-dessus. Après, voilà, ça peut toujours arriver. Il faut faire attention. Et peut-être, pour clore, cette partie-là, un dernier conseil, qui est important, c'est surtout, ne pas essayer, d'attirer, en quelque sorte, les animaux à soi, notamment en leur mettant à disposition de la nourriture. Ouais, tout à fait, ça c'est des choses qui m'exaspèrent et enfin je dis plus rien maintenant, mais c'est vrai que dans la photo animalière, il faut quand même savoir qu'il y a des photos magnifiques qui sont faites, mais moi ce que j'importe le plus, c'est le chemin à laquelle on arrive à une finalité. Parce que, voilà, combien de fois il y a eu des sujets dingues sur, des animaux, entre guillemets «congelés» qui ont été photographiés ou voilà, des animaux appâtés. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se fait, il y a des voilà, on peut payer des gens pour aller photographier des ours qui sont appâtés tous les jours. Il y a, des animaux qui sont congelés, et du coup ça permet de les photographier sur des poses assez particulières. Donc, faut être vigilant, là-dessus. Moi, je suis vraiment, contre toutes ces choses-là et moi, ce qui me rend heureux dans la photo, c'est finalement de galérer une semaine à prendre une photo, mais se dire qu'on s'est donné les moyens d'y arriver et de la manière dont on y est arrivé. Parce que clairement, c'est sûr, je vais acheter un bout de saucisson au magasin, et j'attends devant ce bout de saucisson, c'est sûr que, voilà, il y a une photo, mais il y a aucun intérêt. Donc moi, je suis vraiment partisan voilà, de se donner les moyens de réussir, mais avec des manières vraiment, on va dire nobles et respectueuses et avec, on va dire, une certaine légitimité aussi et voilà, se donner, les moyens à l'animal de se dire: «Ben, moi je suis» à chaque fois quand je fais de la photo ou de la vidéo, je sais que l'animal va arriver à un endroit précis, mais c'est ma phase de méditation et mon esprit et ma phase d'attente qui arrive à qui en arrive là. Mais en aucun cas, à appâter ou ce genre de choses. Et ben, la transition est toute parfaite avec le sixième conseil, bon, qui n'en est pas vraiment un, mais peut-être le mantra du photographe animalier. Tu seras patient et humble avec la nature. Ouais, c'est tout à fait ça parce que, hem, c'est la photo animalière, c'est assez particulier, parce qu'en fait, il y a plein de techniques, qu'on abordera juste après, mais en fait, faut être patient. Moi, je suis pas patient à la base, mais en tout cas, quand j'arrive à un endroit et un environnement qui me plaît, où je suis heureux, et en plus, je me dis qu'il y a un animal qui va arriver à un instant précis où je le prédis parce que j'ai une sensation, j'ai un peu d'expérience maintenant, même si je suis très jeune dans ce domaine-là. Mais en fait, on est à un endroit, on est tellement heureux parce que l'environnement est tellement beau et également, souvent ça arrive aussi, c'est qu'il y a des harmonies de couleurs le matin ou le soir et des couleurs qui sont tellement magnifiques qu'il suffit qu'on pose un sujet, que ça soit un renard, ou autre et là, ça fait la photo magique, et le moment magique également. Mais du coup, on pourrait attendre 3-4 jours au même endroit pour avoir cette photo, parce qu'on sait que ce moment va arriver. Après, on ne sait pas quand, donc aussi bien ça va arriver dans 5 minutes comme dans 4 heures, comme dans 3 jours. Mais une fois que la photo est prise, on se dit: «Je l'avais imaginé et ça s'est produit» et franchement, ça marche réellement. Il faut juste, voilà, que ça arrive une fois pour qu'on y croie. Tu as un exemple concret comme ça, de photo que tu avais imaginée qui s'est produite? Ouais, j'ai des moments dingues, notamment dans le film qu'on a sorti là, il y a peu de temps. C'est que, une fois, voilà, c'était un week-end d'hiver où ça faisait 2-3 jours que, il pleuvait, c'était la tempête, j'avais rien vu et à un moment donné, je m'arrête avec mon matériel, je pose mon matériel par terre, je, je fais ma mise au point à un endroit, c'est-à-dire qu'en manuel, je mets en route ma caméra et là, j'attends 10 secondes et il y a une bande de 10 sangliers qui arrivent
et qui s'arrête pile poil dans le champ de netteté que j'avais fait. Ils restent 20 secondes là et ils repartent. Alors que moi, voilà, en 3 4 ans, j'ai vu 4 fois des sangliers, trois Mmh. quatre fois. Et là, ça arrive et on se dit: «Mais c'est improbable, c'est pile dans le champ de netteté que vous avez fait, les animaux s'arrêtent pile à ce niveau-là». Comme Donc il y a quoi, plein de choses qui arrivent comme ça, inexplicables, mais c'est la pensée, je trouve, qui mène à ce genre de choses. Comme quoi, il y a une grande part de chance, hein, finalement, aussi, dans cet exercice. Mais bon, la chance, ça se provoque et on va parler un peu technique, du coup maintenant et on va s'intéresser à cette célèbre, technique de l'affût, qui consiste à s'installer à un endroit précis, à se cacher et à attendre, que, la vie animale, prenne ses droits. Vincent, dans ton film, on voit un affût absolument délirant que tu as fait, flottant, dans un lac, bon, sans forcément tomber dans cet extrême-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, bah, comment on met en place un affût? Ouais, donc il y a plein de on va dire qu'il faut retourner dans son âme d'enfant un petit peu et se rappeler quand on avait, j'ai envie de dire 6 7 8 10 ans ou voilà, combien de personnes ont été en forêt et ont fait des petites cabanes. Donc c'est exactement la même chose. On fait des petites cabanes qui sont, on va dire qui peuvent être de différentes manières, soit avec les moyens du bord, c'est-à-dire des branchages morts, on s'aide de la végétation ou autrement ça existe aussi sur le marché, hein, des tentes affûts qu'on peut appeler également qui sont soit flottantes ou soit terrestres, c'est-à-dire qu'on les laisse sur terre. Voilà, quechua Hem, militaire, quoi. Tout à fait, c'est un petit peu ça et Je heu crois pas que et et ça s'installe finalement en Avec quelques le secondes. costume de Chewbacca, Ouais. hein, qu'on peut tout à voir à fait. Montier, que j'ai vu pour la première fois de ma vie à Montier et qui m'a fait beaucoup d'œil, mais bon, pour des soirées, pas pour faire de la photo. C'est une très bonne idée de et thématique. Et en fait, c'est voilà, la technique de l'affût est assez particulière parce que c'est vraiment une âme d'enfant qui revient et on est caché là, immobile et on attend. Donc en réalité, c'est ouais, c'est là, c'est les oreilles qui font le boulot après parce que quand on est en affût comme ça, donc on est dans notre petite cabane, on va dire, où il y a juste l'objectif qui sort et là, on sait à peu près où l'animal va arriver déjà. On s'est projeté avant, on a analysé avant, on sait, on connaît un petit peu les habitudes des animaux et ensuite, on va dire, ça dépend du temps, parce que s'il pleut, les gouttes de pluie font qu'on n'entend rien, donc là, c'est les yeux qui font le travail. Par contre, si c'est un calme absolu, c'est les oreilles qui font le travail et là, vous fixez un point, vous rêvassez un petit peu, vous êtes dans un mode contemplatif, on va dire et le moindre petit bruit qui va surgir va vous faire espérer, ou pas du tout, mais en tout cas, le moindre petit bruit, moi, me fait sursauter et je me dis: «Ça y est, ça arrive». Mais des fois, ça arrive pas, donc j'attends pendant 1 heure avec mon petit bruit en tête et après je repars dans une phase de complantation contemplatif, on va dire et et c'est reparti et ce qui fait que je peux rester 10 heures au même endroit comme ça, et on voit des choses magnifiques apparaître et la chose là, vraiment la très importante, c'est qu'en affût, les animaux on va dire que notre affût est déjà là quand ils arrivent, donc ils l'ont déjà vu l'affût. Donc c'est quelque chose de normal. Hem, donc les animaux savent vraiment pas qu'on est là, donc on peut les photographier ou les filmer vraiment dans une posture très naturelle et très souple, ce qui fait vraiment qu'ils sont dans leur état, dans leur milieu naturel. Et tu te décourages, jamais? Moi, je repense, au film La Panthère des neiges de Meunier et on entend, Sylvain Tesson lui demander s'il a enfin, le temps un petit peu et lui dit: «Tu dois avoir une vie intérieure très riche» parce que bon, rester parfois comme ça, 10 heures, dans le froid, sous la pluie, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est pas donné à tout le monde, mais en réalité, voilà, tout photographe moi, ça fait peu de temps et je l'ai appris il y a peu de temps, mais en réalité, au début, le temps est long. C'est sûr que faire un affût d'1 heure, c'est long déjà, mais au final, on est tellement habitué à faire notre gymnastique dans notre tête et se projeter, se remotiver et voilà, qu'on a des moments qui sont compliqués, c'est sûr, où on dit: «Ben, c'est long, c'est voilà». Mais franchement, ces moments-là sont très courts et c'est des très brefs instants. Et voilà, les moments où on voit les animaux sont tellement, voilà, avec une adrénaline forte que qu'on se décourage jamais. Et voilà, on le voit notamment dans La Panthère des neiges où voilà, Sylvain Tesson, se décourage un petit peu, mais se dit: «Voilà, c'est pas possible». Mais en réalité, plus on en fait, plus on comprend comment que ça se passe et ces émotions-là qu'on vit quand on voit l'animal qu'on a cherché pendant plusieurs heures, plusieurs jours, c'est vraiment une reconnaissance et une joie immense. Et peut-être juste pour terminer, concrètement, quand on est,
quand on est à l'affût, je veux dire, l'appareil, il est allumé, il est prêt à déclencher, tu as ton œil dans le viseur en permanence, tu balayes une zone, tu as déjà choisi ton cadrage. Enfin, comment ça se matérialise? Bah, en fait, il y a plusieurs, que ce soit en vidéo ou en photo, c'est un petit peu la même chose, hein. Le point de netteté est fait déjà à un point précis où on se dit: «Ben, moi, la probabilité de chance que l'animal que je vois va arriver là, je fais mon point de netteté là». Et ensuite, on a le parcours, c'est-à-dire que l'animal, il va faire un certain parcours. Donc là, du coup, il faut que le trépied soit positionné également, on va dire, sur la bonne planéité. Je ne sais pas si Si, vous si, on comprenez, mais comprend. On l'accepte. du coup, pour que la c'est bon alors, pour que la trajectoire soit bonne, quand on va, du coup, faire pivoter le trépied. Donc il y a Mmh. ces deux choses-là à voir. Et donc ensuite, il y a l'autre partie, elle qui intervient, c'est du coup nos fameux 3 paramètres, la vitesse d'expo, l'ouverture et puis, les ISO. Et là, on va dire qu'on n'est pas en perpétuel changement, mais, moi toutes les 5-10 minutes, je refais un réglage pour voir un petit peu où j'en suis. C'est-à-dire que soit je bouge la vitesse, soit je bouge l'ISO. Genre partie du temps, c'est ça. C'est-à-dire que je bloque en gros à 3000, au-dessus de 3200 ISO, j'y vais pas. Je joue sur la vitesse. Donc, globalement, voilà, je mets, 1-200 en vitesse et ensuite, c'est l'ISO que j'augmente au fur et à mesure jusqu'à 3200 et ensuite je baisse la vitesse si vraiment, en ISO je suis un peu trop haut, quoi. Parfait. Alors, pour conclure sur cette partie, affût et pour aller plus loin, peut-être, on vous propose d'écouter le témoignage d'Éric Médard, artiste photographe naturaliste, qui est basé en Mayenne et qui nous parle de l'une de ses spécialités, qui est le piège photographique. Alors, le piégeage photographique, c'est une approche en photographie de nature qui a de nombreux atouts. Et l'atout principal, c'est de pouvoir faire des images qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, c'est quoi des images qu'on ne peut pas faire autrement? Alors, c'est des images pour lesquelles il faudrait attendre le passage de l'animal en un lieu précis, par exemple, qui seraient des attentes beaucoup trop longues, de l'ordre de plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc évidemment, on ne va pas rester à l'affût pendant un mois et demi jusqu'à temps que l'animal passe, alors que l'appareil photo mis en situation de piège photo peut le faire. Et l'autre situation qui est difficile de réaliser en affût, c'est les vues au grand angle de très près. Donc là encore, on va pouvoir disposer du matériel, laisser à l'animal le temps de s'y habituer au point de pouvoir passer tout près de l'optique. Donc on imagine travailler au 24 mm ou au 16 mm par exemple. Donc l'animal va pouvoir passer à quelques dizaines de centimètres de l'optique tout en l'intégrant dans son environnement. Ce dispositif se matérialise par un trépied, une boîte, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je procède, j'ai une boîte type Pelicaise modifiée dans laquelle je mets mon matériel photo. Alors pourquoi? Pour pouvoir le protéger à la fois de l'humidité, des intempéries, mais aussi pour le rendre inaudible à l'animal. Et l'autre dispositif, bah, ça va être, si on travaille la nuit, bah, des flashs. Et puis surtout, il faut un capteur. Donc un capteur de présence, il en existe de plusieurs sortes. Ça peut être un capteur qui va détecter le mouvement, ça va être un capteur qui va pouvoir détecter la chaleur des animaux ou simplement la présence. Moi, j'utilise beaucoup un capteur que j'ai fabriqué, qui est vendu d'ailleurs aussi par des enseignes spécialisées. Donc là, on imagine un fil de lumière infrarouge et quand l'animal coupe ce fil de lumière, il déclenche tout le dispositif. Ça a l'avantage d'être très précis. Alors, la seconde méthode ou technique, qui est un peu en opposition avec celle de l'affût en photographie animalière, c'est celle de l'approche, qui au contraire consiste à repérer et à essayer de suivre un spécimen, un animal, pour réussir à le photographier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette deuxième manière de faire? Ouais, c'est une technique, que j'affectionne aussi parce que c'est vraiment là, c'est l'instinct de chasseur, on va dire ça là, qui prend en jeu, même si le mot chasseur est pas très bien véhiculé aujourd'hui, c'est typiquement ça. On va dire, c'est comme si un animal allait chasser une proie. Moi, je la pratique de temps en temps et notamment en période hivernale où, on va dire les feuilles sont mouillées et où c'est assez humide. Comme ça, on fait pas du tout de bruit et du coup, ben, le but du jeu, c'est tout simplement d'identifier une espèce et on est un peu sur ce mode de pistage, de traque et une fois que l'animal, on le voit
voilà 300 mètres à peu près, 300-400 ou plus, hein, et bon, on s'approche tout simplement et là, c'est un petit peu au, 1, 2, 3 soleil, on va dire, qu'il faut jouer donc on se rapproche au fur et à mesure en mode, voilà, par bloc, quoi. C'est-à-dire C'est qu'on vraiment va une avancer pratique pour assez les enfants rapidement. finalement. On fait des cabanes, Mmh. on joue 1, 2, 3 soleil, c'est C'est plutôt Ouais, mais avec animalière, des c'est c'est objectifs à sympa. 17 000 balles, hein, quand même, hein. c'est, mais non, mais c'est vraiment cet instinct de gamin qui est là en nous Ouais, et sincèrement, c'est exactement ça. L'approche, c'est moi j'adore. Bah, après l'inconvénient, c'est qu'automatiquement, une approche qui est faite de manière trop vite et voilà, on fait peur aux animaux Ouais, et ça c'est marche ça pas. le moins bien, on va dire ça, parce que l'affût, franchement, c'est pour moi, l'affût, c'est la technique qui est la plus simple pour faire des photos, construites. Et la technique de l'approche, on fait des photos un peu à la volée, et qui sont un petit peu, on va dire, pas hasardeuses, mais, on choisit pas spécialement le décor arrière, on choisit pas, c'est plus, aléatoire, on va dire. Mais les 2 sont très bien et franchement, c'est 2 techniques, que j'affectionne. Parfait. On continue, dans les conseils pratiques. Il y a certaines de tes images qui sont, assez impressionnantes, assez attendrissantes, notamment, toute une série, de photos de bébés renards, qui sont trop mignons. Enfin moi, personnellement, ils m'ont fait fondre instantanément. Vincent, quel conseil tu pourrais donner pour, voilà, réussir à photographier, des petits mammifères, en forêt? Bah, des petits mammifères, après il y a des périodes, on va dire, hein, voilà, tout ce qui est, il y a les blaireaux et les renards qui sont, les 2 espèces, on va dire, phares. Il y en a plein d'autres, mais, vraiment ces 2 espèces-là, il y a des périodes, hein. Le renard, automatiquement, on va être sur des périodes où il y a les jeunes, donc c'est, on va dire au mois de, avril, mai, juin, où là, il y a une forte probabilité sur le renard. L'idéal, c'est d'avoir des pièges photos et il faut trouver les bons terriers tout simplement parce que, les renards font leurs petits dans les terriers et après il faut trouver les bons terriers et ensuite il faut être vigilant parce que les petits renardeaux sont pas habitués à l'homme donc entre guillemets, on pourrait les approcher à 1 mètre, c'est vraiment pas un souci donc c'est ça le risque, c'est qu'on les habitue à l'odeur romaine humaine et ou à hem la nourriture humaine parce que les renards, et tout ils aiment à bien fait. s'approcher quand il y a de la bouffe, hein. Tout à fait, donc là, c'est un petit peu, voilà, la chose, mais le renard et les renardeaux sont facilement approchables, on va dire. Après, c'est pas quelque chose que je préconise parce que souvent, on a tendance à aller de plus en plus près et voilà, moi, quand j'y vais maintenant, c'est plutôt une distance de, voilà, de 30 mètres, c'est largement suffisant, et on est déjà assez près, surtout avec les focales maintenant qu'on peut avoir, à disposition. Et ensuite, voilà, il y a une autre espèce, le blaireau, qui est aussi sympa, qui a ses faiblesses également, comme, la vue, mais qui sent très, très bien. Donc là, le vent de face est vraiment, à prioriser, sinon c'est même pas la peine. Et là, les blaireaux, donc les petits blairotins, eux, ils sortent un petit peu plus tôt que les parents, et ce qui fait qu'ils sortent de jour, généralement. Donc, ils sortent, ça dépend des zones, mais ils peuvent sortir une demi heure avant le coucher du soleil. Donc là, du coup, on a une période où on peut les photographier et les admirer, on va dire, à moi, ça m'est arrivé d'aller à 2 mètres des blaireaux quand on a le vent de face. Ils sont juste à côté de vous, ils vous voient pas, ils vous sentent pas et c'est tellement voilà, quoi. C'est quoi le biotope du blaireau justement? On le trouve quoi? Dans des talus, sous des feuillages, près d'arbres? Comment tu fais Ouais, pour, pour les voir? généralement, les blaireaux font leur galerie entre guillemets dans des endroits pentus, où ils creusent des galeries tout simplement, mais c'est des galeries qui sont de génération en génération. C'est-à-dire que généralement, enfin par chez moi en tout cas, les terriers sont existants depuis, des dizaines et des vingtaines et des trentaines d'années, et c'est de génération en génération. Mais généralement, ils sont à côté, voilà, des arbres de fruitiers dans des vallées assez pentues et on voit, voilà, il y a 2, 3, 4, jusqu'à 20 ou 30 galeries différentes, qu'on peut voir. Mais ils sont sur des, voilà, des endroits assez pentus et souvent exposés, on va dire, par rapport au coucher de soleil à peu près identiquement. Et voilà, c'est facilement identifiable. Il faut aller en forêt, ou dans des lieux, voilà, assez vallonnés. Par chez moi en Bretagne, ça se passe comme ça. Bon.
Et enfin, pour terminer, on va vous donner quelques précieux conseils pour essayer de photographier des oiseaux. Mais avant cela, on vous propose d'écouter le témoignage de Guilhem Le Saffre, un ornithologue de renom, actuellement administrateur de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO. Il nous parle de sa fascination pour les oiseaux sauvages et de son rapport à la photographie. On l'écoute. Ce qui me fascine depuis presque un demi-siècle chez les oiseaux, c'est un certain nombre de choses en fait. C'est une sorte de bouquet dans lequel j'intègre l'esthétique, parce que beaucoup d'oiseaux sont beaux. C'est quand même assez agréable à observer de ce point de vue-là. Le comportement aussi, parce que ce sont des animaux, contrairement aux mammifères, dont il est assez facile d'observer les comportements, et ce sont souvent des comportements intéressants. Il y a, comme on dit, la magie du vol. Ça, je ne m'en lasse pas non plus, parce que c'est extraordinaire de voir évoluer soit un vol de migrateur, soit un rapace en chasse, et je pourrais citer d'autres exemples encore. Et puis, effectivement, il y a cette fragilité, fragilité individuelle, parce qu'un oiseau, c'est avant tout des plumes autour d'un petit peu d'air, hein. C'est une structure extrêmement fine. Les os sont fragiles pour être légers et pour favoriser le vol. Et quand j'utilise le mot pour, c'est naturellement pas... il faut pas que ce soit interprété comme quelque chose qui voudrait dire que la nature décide des choses. C'est plutôt l'évolution qui aboutit à cette chose-là. Donc fragilité intrinsèque, mais également fragilité des espèces. Et je dois dire que depuis ces 50 ans que je pratique l'ornithologie et où j'ai été amené à comprendre un petit peu ce qui se passe du point de vue de l'évolution des effectifs, je ne peux que regretter la disparition d'un certain nombre d'oiseaux, ou la diminution en tout cas de beaucoup d'espèces, et ça fait énormément de peine. La photographie a énormément progressé. Je me souviens des premiers livres que l'on se procurait, qui étaient quelquefois même assez souvent, des livres en noir et blanc. Je vous parle de la fin des années 60. C'était des livres où la couleur n'apparaissait que petit à petit, avec un matériel qui était encore assez balbutiant. Et évidemment, comme tout le monde, j'ai suivi l'évolution incroyable de la technique photographique, avec maintenant des documents qui sont absolument exceptionnels et qui suscitent mon intérêt pour deux raisons. Un intérêt esthétique, tout simplement, c'est-à-dire voir un bel oiseau photographié dans une attitude expressive, avec un plumage merveilleux, avec peut-être un accompagnement de poussins, par exemple, ou une scène de chasse, ou une scène de nourrissage, de toilette, de repos. Bref, la photographie actuelle permet d'entrer vraiment dans l'intimité de l'oiseau. Ça, c'est la première chose. Et puis le deuxième intérêt précieux de la photographie moderne avec tous ces progrès, c'est l'aide à la détermination. C'est-à-dire que je n'utilise plus, comme je le faisais à une certaine époque, de téléobjectifs. Maintenant, j'utilise des appareils numériques avec des zooms qui permettent d'avoir une image qui n'est pas forcément d'une grande qualité, mais qui me permettra, une fois rentré chez moi, de vérifier l'identification d'un oiseau ou la détermination de son âge. Donc, c'est à la fois, la photographie est à la fois pour moi un moyen de ravissement esthétique et d'utilité scientifique. Voilà des mots très forts que nous donne Guilhem. Et je vous invite à découvrir la collection des oiseaux, éditée par les ateliers EXB, dans laquelle Guilhem rédige tous les textes des opus, signés à chaque fois de très grands photographes. Il y a Pentti Samalati, il y a Paolo Pellegrini, Bernard Plossu. Il y a déjà pas mal d'opus qui sont sortis, disponibles, et on se régale parce qu'il en parle. Là, bon, on vient de l'entendre, hein, les oiseaux, il aime ça. Et puis chaque opus, il arrive à trouver un angle inédit pour nous intéresser à une espèce en particulier. C'est remarquable. Vincent, pour conclure, est-ce que tu aurais quelques petits conseils à donner pour réussir à photographier des oiseaux en forêt? Oui, quelques conseils, même si je suis pas un expert en ornithologie, hem, parce que la partie ornitho est totalement différente de la partie faune, tout simplement parce que leurs trajectoires, sont beaucoup moins prévisibles que la faune, parce qu'ils sont dans les airs. Donc pour moi, la partie ornitho, c'est vraiment, enfin, une analyse terrain énorme, c'est-à-dire que faut aller en forêt et regarder vraiment ce qui se passe et regarder, voilà, tout ce qu'on peut trouver à même le sol, que les oiseaux ont pu laisser. Mais il y a une énorme analyse terrain, une énorme connaissance du sujet, qui est bien plus importante pour moi que celle de la faune. Donc c'est vraiment cette analyse qui est super importante parce qu'on
Ensuite pour, on va dire, photographier ou immortaliser des moments au niveau d'un oiseau, quand on le connaît et on sait ce qu'il fait, il suffit d'attendre au même endroit tout simplement. Donc vraiment une grosse analyse terrain, hem, de par voilà l'environnement, être sur le terrain et ensuite dans la multitude de livres qu'on peut avoir pour se renseigner sur les différentes espèces. Et Guilhem, dans son intervention, parlait d'une phase, bon, il y a la phase esthétique, mais il y a une phase aussi de documentaire finalement, ou le fait de répertorier les espèces. C'est quelque chose que tu fais toi parfois, ou est-ce que tu es dans la pure recherche de composition et d'esthétique? Moi, je fais les 2. Tout simplement, j'ai une carte, hein, une grande carte chez moi où j'ai des petites punaises et puis je mets des punaises un peu partout en fonction de ce que je vois. Je fais ça notamment pour la faune, mais la partie ornitho mérite également la même chose pour prendre du recul et se rendre compte finalement des zones qui sont un peu plus propices pour telle espèce ou telle espèce. Merci beaucoup, Vincent, pour tout ce que tu as partagé avec nous. C'était les 10 conseils à suivre pour se lancer dans la photographie animalière. Merci.